Yo la squad, bien ou quoi? C'est ton youtubeur cerné préféré. Vos retours à propos de ma vidéo sur Escalade ont été hyper positifs et je vous en remercie. On est reparti aujourd'hui dans une vidéo dans le même style du storytelling sur l'univers de la NBA. Le titre n'est absolument pas mensonger, c'est clairement l'histoire la plus folle et macabre que j'ai pu entendre et lire à propos de la NBA. Celle d'un joueur qui va passer de champion aux côtés de Michael Jordan à gagner des millions de dollars, petit copain de Madonna, pour tout plaquer du jour au lendemain et connaître une fin tragique sur fond de problèmes d'argent familiaux et de meurtres. Bref, bienvenue dans cette vidéo sur Brian Williams, plus connu sous le nom de Bison Dele. Williams naît en 69 à Fresno, en Californie, et va côtoyer la célébrité dès sa naissance, puisque son père n'est autre que Eugene Williams, une célébrité de l'époque, membre du groupe des Platers, et même si le nom ne vous dit rien, je peux vous assurer que vous avez déjà entendu au moins une de leur musique. Il a également un grand frère avec qui sa relation sera plus que compliquée, et ça, tout au long de sa vie. C'est un grand gaillard pour son âge, il adore le sport, et clairement, il est fait pour ça. Mais, fait assez marrant quand on connaît la suite de l'histoire, le basket n'est pas du tout son sport préféré. Ça ne l'empêchera pas de rejoindre le prestigieux programme de l'université du Maryland en tant que basketteur. Cependant, ayant un très fort caractère, ne se laissant pas marcher sur les pieds et ne s'entendant absolument pas avec ses coachs, il va décider de changer d'université en plein milieu de son cursus dans une autre université tout aussi prestigieuse, celle d'Arizona. Le garçon est très doué avec un ballon entre les mains et il a le physique parfait pour jouer à ce sport. 2,06 m pour 107 kg, ce qui va lui permettre d'atteindre 14 points et 8 rebonds de moyenne sur sa dernière année, et l'équipe d'Orlando, les Magic, décidera de le drafter en 1991 en 10e position. Sa première année se déroulera plutôt très bien, il avoisinera les 9 points de moyenne, ce qui est plutôt prometteur pour un rookie, mais lors de l'année suivante, en 1992, il va y avoir un petit changement qui va impacter la carrière de Brian, à savoir l'arrivée d'un nouveau joueur lors de la draft, quelqu'un qui n'est pas trop connu, avec un physique totalement banal, Shaquille O'Neal. Forcément, vu que les deux jouent sur le même poste, le temps de jeu de Brian va se retrouver très impacté et ses statistiques forcément vont baisser. Cela va énormément l'affecter au point qu'il va tomber dans une très profonde dépression et tentera de mettre fin à ses jours cette année-là. Il faut bien comprendre que le personnage de Brian Williams est en total décalage avec le monde du sport classique. C'est un passionné de littérature et de philosophie, il passe des heures entières à bouquiner dans des bibliothèques, il adore le parachutisme, il avait un style vestimentaire très particulier pour l'époque, et il arrivait toujours au travail sur un skateboard. Ce qui est peu commun, on va pas se le cacher. Après, ce décalage, ça va pas déplaire à tout le monde, puisqu'à un moment de sa carrière, il sortira même avec Madonna, comme un certain Dennis Rodman au passage. Après cette sortie de cette dépression et en étant remis sur pied, il rejoindra les Denver Nuggets pour 2 saisons avec à peu près 8 points de moyenne, avant de rejoindre les Clippers en 1995. Là-bas, son temps de jeu va drastiquement augmenter et les statistiques vont suivre elles aussi, réussissant même à atteindre les 15,8 points de moyenne sur la saison. Fort et fier d'avoir réussi une bonne saison, Brian va vouloir obtenir de la reconnaissance et ça va passer par un très fort contrat. Certainement trop fort et trop gros pour absolument toute la ligue, puisqu'il ne trouvera absolument aucune équipe la saison qui va suivre. C'est alors qu'il va rejoindre les Chicago Bulls de Michael Jordan, 9 matchs avant la fin de saison régulière de 1997. Il va devenir un joueur très important de cette équipe des Bulls et il va les aider à décrocher leur 5e titre NBA. L'histoire semble cependant se répéter un petit peu pour Brian, dans le sens où il est champion NBA désormais, il veut décrocher un gros contrat. Mais cette fois-ci, il y a bien une équipe qui va lui accorder son gros contrat, et c'est les Detroit Pistons qui vont arriver avec une offre de plus de 40 millions sur 7 ans. Il s'agissait quand même, à l'époque, du plus gros contrat de l'histoire de la franchise. Et on ne peut pas retirer à Brian qu'au cours de sa première saison, il va totalement justifier le fait qu'on lui fasse confiance à ce niveau-là. Ça sera tout simplement sa meilleure saison en NBA, avec 16,2 points et 8,9 rebonds par match. Dès l'année qui va suivre, il va décider de changer son nom pour devenir Bison Dele, pour rendre hommage à ses ancêtres amérindiens et
africain. Une frasque de plus pour le joueur, mais quand on voit que de notre côté, on a vu des Ron Artest devenir des Meta World Peace, ou encore NS Counter devenir NS Freedom, bien que ça soit plus compliqué pour Counter, j'en suis conscient. Cette année 98 sera malheureusement sa dernière dans la Grande Ligue, alors qu'il était en plein prime dans sa carrière. Des problèmes avec ses dirigeants et ses coéquipiers vont contraindre Détroit d'essayer de l'échanger. Bison, ayant eu vent de la nouvelle, va totalement péter un plomb et décider tout simplement de mettre fin à sa carrière de basketteur, remboursant au passage 36 millions de dollars sur les 40 à Détroit. Il était largement connu pour son comportement excentrique et autant dire que cette décision correspond totalement au personnage. On ne verra plus jamais Bison Dele sur un terrain. Suite à ça, il va décider d'apprendre le violon, le saxophone et la trompette, s'envolant ensuite pour le Liban et l'Australie avant de décider de devenir capitaine de bateau. Et pas n'importe quel bateau, puisqu'il en a acheté un à Tahiti et qu'il l'a nommé Hakuna Matata. Hakuna Matata! En bref, du Bison Dele. Le 6 juillet 2002, il va décider de prendre le large avec à ses côtés sa compagne Serena Carlan, le skipper français Bertrand Saldo et, mais surtout, son grand frère Kevin Williams qui, lui aussi, avait changé son nom pour devenir Miles Dabord. Me demandez pas pourquoi, apparemment c'est un truc de famille. Frère avec qui, je vous le rappelle, il ne s'entend absolument pas. D'autant plus qu'il n'avait jamais digéré la réussite et le succès de son frère en développant une jalousie extrême à son égard. Mais il trouva néanmoins le moyen de faire en sorte de convaincre son frère de pouvoir les accompagner. Un jour plus tard, la compagne de Bison passe un coup de téléphone à l'agent de son mari, Kevin Porter. Un appel qui durera environ 3 minutes et dans lequel seront échangées des banalités sur le temps, la météo, etc., etc. Au cours de cet appel, elle précise à Kevin Porter que Bison souhaite lui parler pour échanger avec lui à propos de sujets divers, mais au moment où le téléphone lui sera passé, la communication va totalement couper. En soi, ils sont en pleine mer, c'est un téléphone satellite, d'autant plus que la technologie à l'époque était bien moins performante que maintenant. Des communications coupent, c'est normal. En revanche, quelque chose qui là ne sera pas normal, c'est qu'à partir de maintenant, ils ne donneront absolument plus aucun signe de vie. Le 20 juillet, Miles, le frère de Bison, sera aperçu seul en train de regagner la terre ferme sur le bateau. Une amie de Serena qui attendait sa visite durant l'été s'inquiète de n'avoir aucune nouvelle d'elle ou de son mari et va alors décider de contacter Kevin Porter afin de savoir si lui, il a des nouvelles ou non. Ce dernier va alors remarquer une anomalie sur le compte de son client avec notamment un chèque de 152 000 dollars qui aurait été effectué auprès d'une entreprise pour acheter de l'or du côté de Phoenix. Il va alors avoir le réflexe de contacter directement cette entreprise pour leur dire d'attendre avant d'envoyer quoi que ce soit. Il va également se renseigner sur la personne qui avait fait cette commande et l'entreprise va alors lui donner un numéro de téléphone relié à cette dernière. Kevin va alors tenter d'appeler ce numéro et il va tomber directement sur un répondeur qui disait « Yo, c'est B, je ne suis pas disponible pour le moment. Laissez-moi un message après le bip et je vous rappellerai. » Un message plutôt classique en soi. Malheureusement, ce n'est absolument pas la voix de Bison Dele qu'on entend sur ses répondeurs, mais bien celle de son frère Miles. Quelques minutes plus tard, le numéro va rappeler et sans surprise, c'est Miles qui est à l'autre bout du fil. Kevin va alors s'empresser de lui demander des nouvelles de Bison et de Serena, mais Miles va répondre avec peu d'assurance qu'il n'a plus de nouvelles d'eux depuis des mois déjà. La discussion n'ira pas plus loin. Quelques jours plus tard, Miles va commettre une erreur et n'ayant pas de nouvelles de son or et s'impatientant, il va décider de se rendre directement à Phoenix pour le récupérer. Seulement, entre-temps, le FBI a commencé à enquêter sur cette affaire et ils vont bien évidemment surveiller cette entreprise d'or. Miles sera arrêté à Phoenix le 5 septembre et les preuves de sa culpabilité vont se multiplier. Sur lui, il a plusieurs effets personnels de Bison, notamment sa carte de crédit et son passeport. Lors de son interrogatoire, il va sortir des versions les plus improbables les unes que les autres, mais il va surtout avancer que Kevin Porter pourra confirmer ses dires. Il y aura donc un entretien seul à seul qui va être organisé entre Miles et Kevin, durant lequel le frère de Bison va dire que ce dernier est en grand danger à Tahiti et qu'il doit absolument réunir de l'argent afin de le sauver. Après un entretien long de 7 heures et par manque de preuves, Miles sera finalement relâché et prendra directement un vol pour le Mexique afin d'essayer de s'échapper. Il va également en profiter pour téléphoner à une de ses ex pour lui donner sa version des faits. Lui et son frère se seraient une nouvelle fois disputés sur le bateau, mais cette fois-ci de manière plus violente que d'habitude, à un point où est-ce qu'ils en sont venus aux mains. Le skipper va alors essayer de les séparer, mais sans succès. Serena, la compagne de Bison, va tenter de l'agripper afin de le calmer, mais ce dernier, dans le feu de l'action, va penser qu'il s'agit du skipper une nouvelle fois
et va la repousser très violemment au point qu'elle va tomber au sol en se cognant la tête contre le bateau, ce qui va la tuer sur le coup. Bison va alors entrer dans une rage folle en accusant Bertrand d'être un mauvais skipper, s'emparant d'une clé à molette et décidant de tuer ce dernier. C'est alors que Bison va demander à son frère de l'aider en se débarrassant des corps, et terrifié par les actes de son frère, il va alors prendre une arme à feu et aurait abattu Bison de plusieurs balles. Son récit se termine par lui en train de balancer les corps par-dessus bord en les lestant afin qu'ils coulent. Est-ce que c'est la vraie version ou non? Honnêtement, on ne le saura jamais. Mais quelques jours plus tard, le 13 septembre, le Hakuna Matata sera retrouvé à Tahiti. La peinture a été refaite, le nom a été modifié, mais il est surtout rempli d'impacts de balles. Est-ce qu'il s'agit réellement d'une dispute qui aurait très mal tourné, ou alors d'un acte prémédité et nourri par une maladie jalousive depuis plusieurs années? Aucune idée. En tout cas, dans la même journée, Miles laissera un message sur le répondeur de sa mère en lui disant « Je n'ai rien fait, maman. Je n'ai pas fait ce qu'ils disent. Personne ne va me croire. Je t'aime, maman. Je suis vraiment désolé. Au revoir. » 2 jours plus tard, il sera retrouvé mort. Il s'était injecté volontairement une dose létale d'insuline et cette dernière causera le décès de Miles Dabord, enterrant à jamais les chances de connaître la vérité sur cette histoire. Les 3 corps de Serena, Brian et Bertrand ne seront jamais retrouvés. Même si sa carrière fut courte, Brian Williams aka Bison Dele aura bien évidemment marqué l'histoire de cette ligue de par son empreinte et sa personnalité. C'était un joueur très doué, champion NBA aux côtés du légendaire Michael Jordan en 97, mais dont la vie se sera très malheureusement arrêtée tragiquement lors de cet été 2002. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un peu plus sombre que d'habitude, on va pas se mentir. J'espère vous avoir bien raconté cette histoire. N'hésitez pas à mettre en commentaire si jamais vous avez des idées d'amélioration ou autres pour les prochaines vidéos de ce style que je vais faire. N'hésitez pas à liker, partager, tout ça, ça soutiendra énormément le travail car c'est évidemment des vidéos qui demandent plus de taf que les autres. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. C'était ton gars Xortech, peace out.